Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va incessamment sous peu commencer sur la manière d'animer des réunions à distance organisées par le CARIF OREF. J'attends encore une petite minute pour laisser le temps aux derniers participants d'arriver et puis voilà, nous allons commencer. Alors déjà, pour ceux qui sont déjà parmi nous, est-ce que vous avez eu le temps de regarder donc, les slides que j'ai partagés en introduction, qui vous présentent notamment les fonctionnalités de Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, savoir accéder à son micro, l'activer, le désactiver, la caméra, activer, désactiver, accéder au chat. Donc, je vois pas mal de oui, pas mal de réponses dans le chat, donc c'est une bonne chose. Ce que je vous propose, c'est de laisser le chat ouvert en permanence, car ça va être un canal de communication qu'on va utiliser à part entière dans ce webinaire. Donc, s'il y a une personne qui n'accède pas au chat, est-ce qu'elle peut se manifester en désactivant son micro ou alors en faisant un signe à la webcam? Comme ça, je l'identifie. Si je vois personne se manifester, c'est qu'a priori, c'est bon. Sauf celui qui ne saurait pas non plus activer son micro. Mais là, malheureusement, je ne pourrais plus rien faire. Ok, donc a priori, ça va. Bon, ben voilà, c'est parti. On va démarrer. Donc, bienvenue à tous. Encore une fois, donc on est dans ce premier webinaire sur une série de 3 qui auront lieu, organisés par le CARIF, sur l'animation des réunions à distance. Donc, je vais lancer mon partage d'écran pour vous présenter, pour vous faire cette présentation. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me confirmer, en me faisant un petit pouce à l'écran ou dans le chat, que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, j'ai des pouces. Ok, super. Donc, on peut vraiment commencer. Premier truc et astuce que je vous donne, c'est la manière dont j'introduis ce webinaire. C'est la manière dont je vous conseille d'introduire vos réunions, vos formations, bref, vos temps collectifs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, d'ailleurs, c'est pareil. On utilise l'acronyme du TOAST au WorkLab pour être sûr qu'on a pensé à tout dans la manière de poser le cadre du temps collectif qu'on entame. Donc, le TOAST, c'est un acronyme pour thème, objectif, animation, séquence, transition. Donc, c'est parti. Le thème aujourd'hui de ce webinaire, qui est le premier d'une série de 3, ça va être de vous présenter les différents pièges qu'on peut rencontrer dans les réunions à distance pour comprendre ce qui va mal et être capable d'utiliser de manière opportune les différents trucs et astuces. Voilà, donc on va voir les pièges, les principaux pièges et leurs solutions dans les réunions à distance. Sur les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous transmettre évidemment les clés de succès d'une réunion à distance, de pouvoir aussi vous faire réagir. On va essayer d'être interactif dans ce webinaire. Je vais vous faire vous questionner sur vos pratiques et vous faire vivre des séquences un peu d'interaction pour vous montrer que c'est possible, même quand on est nombreux. En termes d'animation, qui anime, qui je suis, qui vous parle, c'est le moment où je me présente. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Mizrahi, je suis une formatrice et facilitatrice au sein du WorkLab, qui est un cabinet nantais spécialisé dans le travail collaboratif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la facilitation? Ça veut dire rendre facile un travail de groupe, un temps collaboratif où on travaille à plusieurs, on réfléchit à plusieurs, voire on décide à plusieurs. Et dans ces cas-là, on a besoin de se structurer, d'avoir un peu de méthode, d'avancer pas à pas. Et donc moi, j'interviens pour accompagner des groupes. Je ne suis pas experte de leur sujet, j'y connais même rien. En revanche, je suis experte de la méthode, donc j'accompagne les groupes. Je les fais travailler en restant neutre pendant le temps de travail. Et mon deuxième métier, évidemment, c'est la formation. Donc je forme les équipes pour acquérir ce savoir-faire, ce savoir-être aussi, c'est une question de posture également, pour être capable de gérer par eux-mêmes ces temps collaboratifs. Voilà, pour moi, ma présentation. Dans le A du Toast Animation, je vous parle aussi de comment on va interagir aujourd'hui dans le webinaire. Donc, je vous présente cette astuce qui s'appelle les tags, les techniques d'animation gestuelle, qui vont nous permettre de mettre un peu d'interaction, en tout cas pour ceux qui acceptent ou qui souhaitent mettre la caméra. C'est absolument pas obligatoire, surtout dans un format webinaire où c'est quand même pas la même chose qu'être dans de la co-construction pure et dure. Mais il n'empêche que pour moi, pour ceux qui acceptent, ça peut être agréable de voir vos réactions et donc de voir les moments où vous êtes d'accord avec ce que je dis. Voilà, ce signe-là. Quand je vous pose une question, de répondre oui ou non avec le pouce en l'air ou en bas. Et à des moments, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez poser une question ou des moments où je vais pouvoir, moi, vous donner la parole,
je peux vous interpeller en disant qui souhaite réagir par rapport à ce que je viens de dire. Vous pouvez lever la main tout simplement pour que je vous distribue la parole, ce qui va éviter qu'on ne sache pas qui parle, à quel moment parler, etc. Donc ça, c'est les tags, les techniques d'animation gestuelle. Et en parallèle de ça, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas activer leur caméra, il y a bien sûr le chat que je vous invite à laisser ouvert en permanence, qui va être notre canal de communication. Et aujourd'hui, je suis épaulée par Claire, donc du Carif, qui est là avec moi pour justement avoir un œil attentif sur le chat. S'il y a des moments, je n'ai pas l'œil attentif parce que je suis concentrée sur ma présentation. Donc elle est là pour y veiller. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions et partager toutes les remarques que vous souhaitez sur le chat. On les prendra en compte au fil de l'eau. Voilà, ça c'est pour les modalités techniques d'animation. Et bien sûr, l'outil qu'on utilise ensemble, qui est l'outil Zoom. Donc normalement, on vient de faire le check des fonctionnalités. Donc ceux qui étaient déjà là il y a 3 minutes, je sais que c'est bon pour vous. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, voici une rapide présentation des quelques fonctionnalités dont vous allez avoir besoin aujourd'hui, à savoir couper son micro, couper sa caméra, ou réactiver son micro, réactiver sa caméra, accéder au chat et le laisser ouvert sur le côté pour plus d'interaction, et le mode mosaïque pour que quand on a les caméras les uns des autres, c'est plus sympa de se voir tous, donc de passer en mode mosaïque. Sachant que les personnes qui sont connectées directement sur un navigateur Internet n'ont malheureusement pas le mode mosaïque, à moins que Zoom ait changé ses fonctionnalités depuis une semaine, mais normalement, jusqu'à il y a quelques jours, quand on se connectait directement sur Chrome, Firefox, on n'a pas le mode mosaïque. C'est uniquement ceux qui ont Zoom intégré sur leur ordinateur qui ont téléchargé l'application. Voilà pour ça. D'ailleurs, si vous avez des bugs de connexion, sachez qu'on n'est plus, c'est plus fluide quand on utilise un navigateur tel que Chrome ou Firefox. Et il faut plutôt se méfier de Safari ou de Internet Explorer qui, d'expérience, fonctionne moins bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication. En revanche, j'ai l'expérience du manque de fluidité. Ce qui me permet de vous poser la question tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé pour vivre 1h30 de webinaire? Donc, bien installé, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez une bonne connexion? Vous êtes confortable devant votre ordi? Vous avez de l'eau, du chocolat, tout ce qu'il vous faut pour bien suivre? Ouais, ok, ça marche. Je vois qu'il y en a même qui connaissent les réactions sur la visio. Effectivement, en bas de votre écran Zoom, vous avez un petit onglet qui s'appelle Réactions. Vous pouvez mettre des pouces ou des bravos. Voilà. Donc c'est super. Vous pouvez aussi prévoir de quoi écrire au brouillon. Pas forcément pour prendre des notes de ce que je dis parce que vous allez recevoir le support. Claire vous le partagera à l'issue du webinaire. Mais ça va être dans les moments où je vais vous poser des questions, je vais vous faire réfléchir et ça pourra être utile pour vous de noter les éléments sur votre brouillon. Voilà. Et bien, si c'est bon pour vous, on va pouvoir continuer et démarrer ce webinaire. Donc là, c'est le moment où je vais vous poser quelques questions pour démarrer, pour sonder un peu comment vous êtes par rapport aux réunions à distance. Première question de mon petit sondage. Bienvenue à ceux qui arrivent tout juste. On entame juste le sondage, donc vous pouvez répondre dans le chat. Combien de réunions à distance avez-vous eu cette semaine? Je vous laisse quelques secondes pour compter. Ok, alors là, ça va crescendo. J'ai l'impression que vous vous amusez à compter les uns après les autres. 2, 3, 4, 5. On est monté à 5, 2, 2 avec la mienne. Ok, 6. On arrive à 6. Qui dit mieux? Qui dit mieux que 6? Du 10. Ok, on a une grande gagnante en la personne de Suzy qui nous partage qu'elle a vécu 6 réunions à distance cette semaine. Ok. Et êtes-vous satisfait de l'efficacité des réunions à distance que vous avez animées, soit cette semaine, soit avant, hein, ça peut être depuis 6 mois, depuis 9 mois qu'on en a plein des réunions à distance. Celles que vous avez déjà animées, est-ce que vous êtes satisfait de l'efficacité? Alors, moyen, non, manque de fluidité. Ok, donc ma question c'est pourquoi, effectivement, pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Il n'y avait pas d'animation. Alors pourquoi pas toujours? Pourquoi bof? Est-ce que vous avez pu identifier ce qui vous manquait ou ce qui s'est mal passé? La technique, bien sûr.
Gros sujet. Ce sera d'ailleurs le sujet du deuxième webinaire qui aura lieu, si je ne me trompe pas, là, Claire, tu peux m'aider, début janvier, le 7, le 6, je ne sais plus. Le 7 ou le 6? Le 7, le 6. Le 7 janvier et le 25 janvier. Voilà, merci. Le 7 janvier, on parlera des outils numériques. Ok. Difficile de faire interagir les gens. Ok. Ils sont pas assez attentifs. Ne pas être assez attentif aux réactions des participants. Ok. En tant qu'animateur, arriver à être focus. Très bien. Ok, ça prend beaucoup de temps pour un résultat un peu plus faible qu'en présentiel. Les gens qui ne sont pas concentrés. Le fait de tout faire à la fois, prendre des notes, etc. Voilà, j'ai perdu le chat. Compliqué de gérer les problèmes techniques. Ok. Ah oui, il y a le mix aussi présentiel-distanciel. Ok, pas mal de choses. Bon, parmi toutes les choses que vous êtes en train de partager, il y en a une bonne partie sur lesquelles je vais pouvoir répondre aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ne seront pas dans le scope du webinaire d'aujourd'hui. En 1h30, je ne peux pas non plus tout dire, mais je vais en dire une grande partie quand même. Donc, soyez attentifs. Vous allez retrouver des solutions. Ok. Deuxième partie, maintenant, petit quiz pour voir ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas? Première question. Une simple transmission d'informations ne nécessite pas d'organiser une réunion quand on est à distance. Vrai ou faux? Je vous laisse écrire dans le chat si vous pensez que c'est vrai ou si vous pensez que c'est faux. Et juste pour info, choisis que vous êtes en mode écrire uniquement à moi. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si vous préférez écrire à tout le monde. Mais dans le chat, vous pouvez choisir à qui vous écrivez. Voilà. Donc, j'ai eu, si je reprends le fil du chat, j'ai eu pas mal de vrais et un peu de faux. Ok, alors la réponse est faux. Alors pourquoi faux? Je vous explique quand même. Parce que selon moi, bon, il y avait un petit piège quand même, hein, j'ai fait exprès, ça dépend de la nature de l'information que vous avez à passer. Quand on est sur une info autonome, qui est assez neutre, il n'y a pas nécessairement d'enjeu, les données qui sont autoportantes, dans ces cas-là, oui, on peut se contenter de faire du asynchrone, c'est-à-dire d'envoyer un mail, envoyer une ressource et laisser les gens la consulter par eux-mêmes. En revanche, si c'est une information qui a de l'enjeu, qui nécessite d'être expliquée, qui nécessite de recueillir les questions-réponses, où vous avez besoin que vraiment les gens puissent, vous avez besoin de leur donner du sens aussi à l'information, que vous voulez faire du brief autour de ça, expliquer pourquoi, que vous avez besoin de l'accompagner d'un partage d'expérience. Dans ces cas-là, ça peut être bon de quand même faire une réunion pour passer de la simple information, même quand on est à distance. Surtout dans les temps où on est beaucoup en télétravail et on ne se voit pas souvent, etc., ça peut être plus confortable de cette manière-là. Bon. Ok. Deuxième question. Quelles sont, selon vous, les 3 principales raisons de choisir les réunions à distance? Est-ce que c'est la facilité d'organisation? Est-ce que c'est la liberté du choix de la température de la pièce? Est-ce que c'est l'absence de préparation que ça nécessite? Est-ce que c'est la possibilité d'inclure des contenus multimédia et interactifs? Est-ce que c'est le gain de temps? Est-ce que c'est la construction immédiate du compte-rendu? Ou est-ce que c'est la réduction de l'absentéisme? Donc dans le chat, vous pouvez écrire 3 réponses. Alors ce qu'on va faire, s'il vous plaît, ne cliquez pas sur Entrée tout de suite. J'ai oublié de vous demander. On va faire une fonctionnalité qui s'appelle 1, 2, 3 chatter. Vous allez tous préparer votre réponse, donc me dire les trois mots que vous pensez être les bons. Vous écrivez sur le chat, mais vous ne cliquez pas sur Entrée. Je vais attendre quelques secondes pour que tout le monde soit prêt. Et quand tout le monde sera prêt, je vais vous dire de cliquer sur ou d'appuyer sur votre touche Enter de votre clavier pour lancer la réponse en même temps. Je vous fais ça pourquoi? Pour faire un peu de simultanéité, pour éviter que vous vous influenciez les uns les autres dans vos réponses. Ok, donc d'après les quelques personnes que je vois sur la caméra, j'ai l'impression qu'elles ont fini d'écrire. Donc j'estime que les autres, c'est pareil. Et je vous dis 1, 2, 3, allez-y, entrez vos réponses. Waouh! Et là, ça arrive d'un coup. Alors, je vais prendre le temps de lire. Le partage des contenus, le gain de temps, la réduction de l'absentéisme, j'ai encore le gain de temps, facilité d'organisation, ok, la température de la pièce, important bien sûr, compte rendu, contenu, facilité d'organisation, absentéisme, voilà, on tourne beaucoup autour de ça, donc vous êtes assez unanime sur ces 5 réponses, on va dire. Et les 3 qui pour moi sont les principales,
c'était effectivement la facilité d'organisation. Pourquoi? Parce qu'on peut mobiliser des gens, même s'ils sont éloignés, ils ne sont pas dans la même zone géographique, et on peut les réunir assez facilement. On n'a plus les contraintes de salle, de réservation de salle, d'espace, voilà. Donc pour ça, c'est assez facile. Encore faut-il maîtriser les outils, mais créer un lien sur votre agenda partagé qui crée une visio automatiquement, c'est devenu assez simple maintenant grâce à la technique. Deuxième bonne réponse, la possibilité d'inclure des contenus multimédia et interactifs. Effectivement, c'est assez simple pendant une réunion à distance de partager un lien vers un document, une page internet, un article en direct, beaucoup plus qu'en présentiel, où on aura tendance à dire en présentiel « Non, mais vous savez, il y a eu un truc qui est paru là sur ce sujet, je vous laisserai aller voir quand on aura fini la réunion. » Voilà, ça renvoie à plus tard. Alors qu'à distance, on peut tout de suite faire un partage d'écran, aller sur la page internet et le montrer à tous. Donc c'est quand même assez chouette. Et la troisième, c'est la construction immédiate du compte rendu. Pourquoi? Parce que quand on est à distance, on va beaucoup s'appuyer sur du visuel, notamment pour garder l'attention de tout le monde. On peut partager son écran pendant une prise de notes, on peut utiliser des outils collaboratifs où on peut écrire à plusieurs sur le même support à distance et on voit ce qui est en train de s'écrire. Et donc, d'emblée, dès la fin de la réunion, le compte rendu, il est fait. Ce qui facilite grandement le travail. Plus de démarches fastidieuses de tout réécrire à la fin. Donc ça, ce sont les trois réponses principales selon moi. Alors, le choix de la température dans la pièce, oui, c'était vrai, mais c'est peut-être pas le truc le principal, même si ça compte, j'en conviens. L'absence de préparation, je vous mets au défi de faire une réunion pas préparée. Et vous pouvez m'envoyer un mail à manon@worklab.fr pour me raconter comment ça s'est passé. Voilà. Le gain de temps, alors oui et non, c'est un peu à double tranchant parce que oui, on gagne du temps, notamment dans le côté facilité d'organisation. On évite les temps de trajet, voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez faciles. Mais en revanche, dans les réunions à distance, il y a un temps qu'on perd qui est celui déjà de la prise en main des outils, le temps du démarrage. Voilà, on va prendre 5-10 minutes si les gens sont bien à l'aise, voir quand on démarre, quand c'est la première fois que les participants participent, on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes très facilement pour le temps de démarrage, pour leur présenter les outils qu'on utilise, etc. Donc ça, c'est un temps qu'on garde. Et puis même dans la discussion, dans les échanges, le fait de se passer la parole, ça va être un peu plus lent. Donc, oui, c'est un peu plus long à distance. Voilà. Et puis, la réduction de l'absentéisme, ça, j'ai pas trop d'avis entre le présentiel et le distanciel. Je pense que je ne suis pas sûre que ce soit le grand truc, si ce n'est la possibilité pour les personnes d'être en télétravail quand il y a des contraintes de déplacement, des contraintes familiales, des choses comme ça. C'est sûr que ça peut jouer. Mais je dirais plus que c'est le télétravail en général que les réunions à distance en particulier. Voilà, je ne sais pas. Voilà pour ça. Est-ce que déjà dans le chat, non, je ne vois pas de réaction particulière par rapport à ce que je viens de vous présenter. Il n'y a rien qui vous font bondir de votre chaise. Ça va à ce stade? Ouais. Ok, ça vous parle un peu ce que je vous ai présenté là rapidement? Ouais, je vois des pouces. Ok, ça marche. Bon, on continue alors. Ok, quel est le plus gros problème dans les réunions à distance? C'est bien sûr la qualité de la communication. La qualité de la communication, comment est-ce qu'on peut se passer la parole efficacement et mettre de la fluidité dans la manière dont on fonctionne à distance. Derrière ça, selon moi, il y a 3 risques. Le premier risque, c'est d'avoir du mal à se comprendre. Donc, on demande de répéter, j'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire, ça a coupé, machin. Donc, on perd du temps à essayer de vraiment comprendre ce qu'a voulu dire la personne. Deuxième risque, au-delà de ça, c'est qu'on instaure des interprétations différentes et que quand il y a des quiproquos qui naissent entre nous et on part sur des trucs complètement différents. Et au-delà de ça, si on va un cran plus loin, le troisième risque qu'il y a au-dessus, c'est bien sûr de créer de la tension entre les personnes, qui est de la frustration de ne pas avoir pu bien s'exprimer, bien se faire comprendre. Ça peut aboutir aussi parfois à du conflit, quand il y a des quiproquos, qu'on a mal compris ce qu'il a voulu dire, on a cru qu'il avait été agressif, ou je ne sais pas, ou qu'il a dévalorisé un travail, ou quoi que ce soit. Et le problème de ces 3 risques-là, c'est que ce sont des bombes à retardement. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Et c'est ça le problème. C'est qu'il est instauré gentiment, sans rien dire, pendant la réunion à distance. Et puis, les jours passant, voilà, la bombe explose, où on se rend compte qu'il y a un conflit entre des personnes, ou alors que dans la gestion du projet, on est parti sur 2 interprétations différentes, on ne s'est pas compris, et donc en fait, on ne s'est pas coordonné convenablement, parce qu'on s'est mal compris au démarrage. Donc après, il faut aller identifier où est né le quiproquo, pour aller pouvoir le dénouer, le rétablir. C'est ça qui est compliqué. Donc ça, c'était les risques
qu'on peut avoir dans les réunions à distance. Mais après, d'un point de vue très concret, qu'est-ce qui se passe pendant une réunion qui fait que c'est si compliqué, que ça peut être difficile et comment on s'en sort? Parce qu'il y a vraiment des bonnes astuces qui font que des réunions à distance, ça peut être hyper riche. Et moi, je ne trouve pas du tout que ce soit des fonctionnements qui soient dégradés par rapport à des réunions en présentiel, parce qu'on a aussi une qualité de concentration qui est assez incroyable, je trouve, quand on est à distance. Moi, je me trouve personnellement assez focus sur mon ordi, donc pendant un temps de réunion, s'il est bien mené, efficace et court, bah, je vais être hyper productive personnellement. Bref, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le flop 4 des réunions à distance. Et pour chaque flop, je vous présenterai des solutions. Ok? C'est parti. Flop numéro 1, les silences gênants. Je vous laisse me dire dans le chat si vous entendez le son quand je vais démarrer la vidéo, s'il vous plaît. Avant de passer au point suivant, est-ce que vous avez des questions? C'est clair du coup pour vous? Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être vous avez une idée ou pas? Vous voulez dire un truc? Bon, je pense que vous l'avez tous vécu en tant qu'animateur ou en tant que participant. Voilà, big up à Sacha quand même du WorkLab pour ce moment de solitude, qui n'a pas peur de diffuser sur Internet comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation que vous avez déjà tous vécu, je pense? Ben, c'est que vous ne savez pas d'où vient ce silence. Pourquoi les gens restent mutiques? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas entendu? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de réfléchir? Est-ce que c'est parce qu'ils boudent? Voilà. On a du mal à interpréter la nature du silence. Et globalement, il y a une piste qui nous vient assez naturellement, c'est le problème que dans une réunion, globalement, et encore plus à distance, eh bien, on vient et on se cale gentiment au fond de notre siège en position observateur. Je vais attendre que ça se passe, il va nous dire ce qu'il nous a à nous dire, et puis après, j'espère que ça va se finir pas trop tard, quoi, parce que j'ai pas forcément que ça à faire. Voilà, ça c'est la difficulté dans les réunions à distance. Donc, comment on fait pour éviter ce phénomène? Bah, bien sûr, on va essayer de les rendre actifs, les participants, de les impliquer dès le début de la réunion, leur faire comprendre tout leur intérêt à être là. Et donc, voilà les solutions que je vous propose pour éviter ce premier flop des silences gênants. Premièrement, donc, c'est d'avoir un temps d'inclusion au démarrage. Un temps d'inclusion qu'on peut appeler aussi brise-glace pour certains. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de les réveiller un coup, de leur expliquer de leur montrer par l'exemple qu'on a besoin de leur implication et qu'ils soient actifs dans la réunion pour qu'on se parle, qu'on réagisse, que la personne qui anime n'ait pas le sentiment d'être totalement seule dans la réunion. Et à travers un petit temps de brise-glace qui peut être très simple, simplement un tour de table de comment ça va aujourd'hui, votre état d'esprit, ou alors qu'avez-vous pensé du sujet qui nous réunit aujourd'hui? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir, machin. Voilà, ça peut être des choses très simples, ça peut être des moments un peu plus longs aussi d'un brise-glace plus construit. Il y a plusieurs objectifs. Objectif numéro 1, qui est vraiment de l'ordre de l'outil numérique à distance, c'est de pouvoir créer des avatars sur votre outil de co-construction qu'on utilise. Par exemple, si on fait de la prise de notes partagée sur un même support, ça peut être intéressant d'avoir les noms des personnes pour voir où est-ce qu'elles écrivent, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux sur le support en lui-même. Ça peut être bien sûr, même avant ça, j'aurais dû le présenter dans l'autre sens, de faire prendre en main l'outil qu'on utilise aux participants. Grâce à un petit temps d'inclusion au démarrage, vous leur faites découvrir l'outil. Par exemple, si vous utilisez on prend l'exemple le plus extrême. On utilise un outil de tableau blanc virtuel. Je ne sais pas si vous connaissez des klaxons, des Miro, des Murales. Voilà, c'est des exemples d'outils de co-construction qui sont... on ne l'utilise pas tous les jours dans nos réunions, mais parfois on l'utilise. Et pour faire prendre en main l'outil une première fois aux participants, on utilise le temps de brise-glace pour leur faire créer leur premier post-it sur le tableau blanc numérique et qu'ils apprennent à s'en sortir. Donc ça, c'est des techniques des objectifs qui sont spécifiques à distance. Après, les objectifs d'un temps d'inclusion qui sont les mêmes que pour du présentiel, c'est d'apprendre à se connaître au sein d'un groupe ou alors apprendre à se connaître différemment si les gens pensent déjà se connaître un petit peu. Créer de la cohésion, créer le climat de groupe qui va faire qu'à plusieurs, on va être efficace. De pouvoir, vous, en tant qu'animateur, jauger votre public. Est-ce qu'ils ont des attentes spécifiques? Comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à un épisode qui est passé? Comment est-ce qu'ils appréhendent un épisode futur? Ça, c'est des éléments de prise de température dont vous pouvez avoir besoin au démarrage d'une réunion.
Et les participants, ils vont apprécier de se sentir entendus, de se sentir écoutés, d'avoir une place qu'ils peuvent prendre dans la réunion dès le démarrage. Et quatrième objectif, qui à mon sens est un peu plus spécifique, c'est les fois où vous animez des brainstorming, vous voulez qu'on trouve des nouvelles idées, qu'on soit créatif, etc. Et bien ça, la créativité, oui, c'est donné à tout le monde, mais pas de manière forcément immédiate. Il faut s'échauffer un peu le cerveau. C'est comme le sport, on s'échauffe, sinon c'est le claquage. Voilà. Donc voilà le type d'objectif qu'on recherche selon moi à travers un brise-glace. Et d'où l'importance, surtout quand on est à distance, de recréer aussi un peu de convivialité. C'est hyper important. Et quand vous aurez remis cette convivialité, grâce à un petit temps de démarrage sympa, vous aurez des participants plus actifs et plus engagés dans la suite de la réunion. Deuxième solution pour les silences gênants, c'est d'interpeller précisément les personnes, en tout cas d'éviter à tout prix l'appel à la cantonade. Ce que Sacha a fait dans la vidéo que je vous ai montrée. Est-ce que vous avez des questions ? Ça, c'est un bon réflexe déjà de solliciter les participants, ça c'est clair. En revanche, c'est une question qui potentiellement peut être trop vague, notamment si ça intervient après 25 minutes de présentation. Il y a des chances que les gens ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent pas appelés directement. Dans ces cas-là, pour interpeller précisément les personnes, on peut poser des questions précises. Si vous remarquez que c'est toujours les mêmes qui sont silencieux, c'est interpeller justement le silencieux. Tiens, Catherine, je vois que tu n'as pas nécessairement répondu. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu as un truc à dire spécifiquement ou est-ce que ça va pour toi ? Hop, voilà, la Catherine, par exemple, lève la tête et se rend compte que je lui parle. C'est un exemple, bien sûr. Vous pouvez aussi faire voter, faire liker des propositions, non pas pour faire une prise de décision en live, mais pour prendre la température, encore une fois, pour voir un peu comment les gens se positionnent. Par exemple, si je vous pose une question, quels sont ceux qui sont OK pour que on déborde le webinaire et qu'on reste 3 heures ensemble ? Levez la main ceux qui sont OK. Voilà, je fais juste une prise de température. Évidemment, la question, c'était un prétexte. Je ne vais pas déborder. Je vous libérerai à 15h30. N'ayez crainte. Voilà. Et l'autre truc, c'est ce que je vous ai fait vivre tout à l'heure. Vous vous souvenez, là, quand j'ai posé le quiz, je vous ai fait un 1, 2, 3 de chatter. Ça a créé un petit peu de simultanéité, un peu plus d'interaction, de dynamisme, voilà, et pour éviter de vous influencer. Donc, le flemmard qui ne veut pas répondre dans le chat, et là, avec cette modalité 1, 2, 3 de chatter, il se prend au jeu, il se réveille parce qu'on lui demande et parce qu'au fond, il est gentil, donc il va le faire. Voilà. Manon, il y a une question de Catherine qui demande comment créer des avatars. Alors ça dépend de l'outil que vous utilisez, évidemment. C'est lié à l'outil de prise de notes, de support visuel que vous allez utiliser, Catherine. Donc, ça dépend si c'est un klaxon, si c'est un Google Sheet, un Google Doc, ou si c'est une carte mentale en ligne, ou si c'est du OneNote. Voilà, vraiment, ça dépend. Et donc ça, on en parlera dans le 7 janvier. Rendez-vous le 7. Là, je vais vous présenter quelques exemples de questions précises que vous pourriez poser à la place de « Est-ce que vous avez des questions ?» Déjà, c'est à l'issue de votre présentation, vous pouvez cibler un morceau de ce que vous avez présenté. Par exemple, sur telle partie, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on a gardé la question « Qu'est-ce que vous en pensez ?», mais on l'a réduite sur un champ particulier. C'est une première façon de faire. Et sinon, voilà des formulations que je vous propose. Encore une fois, ne les prenez pas en note, vous aurez le support à l'issue du webinaire pour vous économiser le poignet. Que retenez-vous de ce qui a été dit ? Vous leur demandez de faire le résumé. Pour eux, c'est quoi les points clés ? Avec quoi eux, ils repartent, les participants ? Qu'avez-vous aimé, pas aimé ? Ou qu'est-ce qui vous a parlé ? Qu'est-ce qui vous a pas parlé ? Voilà, reformulez comme vous voulez. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui manque selon vous comme information dans ce que je viens de vous présenter ? À quoi ça vous fait penser d'autres ? Qu'avez-vous envie d'essayer ? Est-ce que ça vous donne des nouvelles idées ? Et bien sûr, une fois que vous avez posé une ou deux de ces questions, vous pouvez conclure en demandant s'il y a des questions complémentaires qu'ils souhaitent poser. En général, les questions complémentaires, je ne le pose pas d'emblée. Je pose une première question. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Et après, du coup, est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Voilà, je le mets plutôt en doublon, cette dernière question. Troisième solution pour éviter les silences gênants, c'est les tags que je vous proposais d'utiliser pour ce webinaire, typiquement. De faire réagir les participants régulièrement, de les inciter à réagir quand ils sont d'accord avec quelque chose qui est dit. Par exemple, là, si vous êtes d'accord pour dire que interpeller précisément, c'est mieux que les appels à la cantonade, pendant que je parle, vous feriez ce signe-là. Et comme ça, les autres participants de la réunion, ils se rendent compte que c'est un argument qui a du poids, qui est partagé par les autres. Donc, c'est intéressant d'avoir les positionnements des uns et des autres. Sinon, il y a évidemment le chat. Les gens peuvent écrire dans le chat, mais
Voilà, c'est souvent plus simple de faire juste un geste. Voilà. Ok, ça c'était le premier flop, les silences gênants. Deuxième flop, ouais, les tags voilà, que je vous représente, ceux que je vous ai présentés au début du webinaire. Après les tags, chacun choisit les siens, hein. Ce n'est pas forcément ceux que je vous présente là. En tout cas, mettez-vous d'accord avec vos participants pour s'assurer que vous partagez les mêmes tags. Parce que parfois, il y a des gens qui connaissent le principe, mais eux, ils n'avaient pas ces tags-là forcément. Il y en a qui utilisent d'autres gestes. Par exemple, celui-là, qui en langage des signes veut dire j'ai un problème. Ben, on peut l'utiliser. Mais vous voyez, dans ma présentation, il n'y est pas. Donc, si quelqu'un se fait ça, je ne vais peut-être pas réagir tout de suite. Ah, j'ai encore des choses à vous dire. J'avais oublié. Ah, c'était un résumé. Donc, les 3 solutions pour éviter les silences gênants dans vos réunions à distance. Enfin, ce n'est pas les seules solutions, mais c'est donc les 3 principales. Prévoir un temps d'inclusion pour mettre en action les participants, créer de la convivialité. Interpeller précisément les personnes, éviter les appels à la cantonade et utiliser des techniques d'animation gestuelle pour faire réagir au fil de l'eau les participants. Deuxième flop, la cacophonie. Non, mais ça, c'est... Ouais, mais Non. on va faire là parce que c'est un... Oh là. Ah, ben non, parce que dans ce cas-là, alors David du coup, est en train de parler parce que... c'est parce que non. Ah oui, ben. Attends, les autres, qu'est-ce là, que ils sont déconnectés. voulais... Ah, Non, vas-y, c'est bon. Mais Bon, sinon, vas-y, ouais, on l'avait mis à jour. Non, mais vas-y d'abord, vas-y, parce qu'après, sinon, on s'entend pas. Voilà. Sinon, on ne s'entend pas. Au bout de 2 jours, c'est bien de s'en rendre compte. Je suis sûre que vous l'avez déjà tous vécu, évidemment. Et nous, au Work Lab, on continue de le vivre, hein, même si on est quand même assez aguerris là-dessus. Bah, le naturel revient au galop. Il y a des moments, bah, voilà, on parle en même temps, on se coupe la parole et on ne sait plus à qui c'est le tour. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne sait pas à quel moment parler. Vous savez, en présentiel, c'est intuitif, on ne s'en rend même pas compte. Qu'on capte le signal, et on voit que notre voisin il est en train de terminer de parler. Et donc, on enchaîne fluidement. Et après, s'il veut récupérer la parole, il le fait de manière très, très instinctive. On ne s'en rend même pas compte. Quand on est à distance, on perd ce côté un peu instinctif. Et surtout, il y a des problèmes techniques. C'est que les visios, quand quelqu'un prend la parole, eh ben, ça coupe ou ça baisse le son de l'autre. Et donc, en fait, ce n'est pas de votre faute nécessairement, c'est aussi la technique. Notamment, je crois que sur Zoom, il est capable de diffuser en même temps que 5 ou 6 micros, je crois. Et les autres sont d'office coupés. Voilà, ça dépend des outils de visio, mais je sais qu'il y a des limitations en termes de son qui peuvent venir de différents participants. Donc ça, c'est une première difficulté. Donc les solutions pour éviter la cacophonie, pour éviter qu'on prenne la parole en même temps et que ce soit le bazar, première solution, c'est d'utiliser le chat comme on le fait aujourd'hui. Là, vous participez tous sur le chat en écrivant, ce qui permet d'éviter de trop me couper la parole, voire de ne pas me couper la parole du tout. Et comme ça, je peux continuer à avancer. Et pendant ce temps, il y a quand même de l'interaction parce que vous écrivez, vous réagissez entre vous, vous répondez, etc. Quand on utilise le chat, c'est important donc de le prendre vraiment en compte, le chat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous valorisez ce que les participants peuvent écrire dedans. Donc, au démarrage de votre réunion, quand vous posez le cadre dans votre toast, là, le A de animation, vous expliquez que vous allez prendre en compte le chat, que vous allez lire ce qui est écrit dessus, que c'est un canal officiel de la formation. Voilà, c'est pas du off, c'est pas juste la zone de décharge où on écrit les blagues potaches. Alors, c'est bien les blagues potaches parce que ça crée la convivialité, donc c'est important à distance pour remettre un peu de l'humain, mais c'est pas tout. Voilà, donc c'est bien de le présenter au démarrage. Et bien sûr, si vous l'avez présenté en démarrage, vous le faites au fil de l'eau. Et donc, vous n'hésitez pas à vous interrompre quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est dit d'important dans le chat et vous le prenez en compte. Et éventuellement, vous laissez la parole à celui qui a écrit dans le chat pour qu'il explique à l'oral ce qu'il a voulu dire. Deuxième solution, c'est l'utilisation des tags, encore une fois. Ils nous servent toujours pour éviter la cacophonie. Je ne te coupe pas la parole, je manifeste juste silencieusement que je suis d'accord avec toi. Parce que si je te coupe la parole juste pour dire « Ah ouais, je suis vraiment d'accord », c'est vraiment pas utile et on a perdu 30 secondes. Ça a l'air de rien, mais au fil de la réunion, c'est ce qui nous fait vraiment mal au crâne à la fin. Troisième solution, c'est d'organiser des tours de table de manière un peu scolaire quand on a un groupe qui n'est pas très mature ou qui est très nombreux. Voilà. Et plus on est aguerri à distance, plus on aura des tours de table fluides et un peu plus informels. Mais au départ, il vaut mieux se prévoir des tours de table bien formalisés. C'est-à-dire
Voilà comment s'y prendre pour faire un bon tour de table efficace. Alors d'abord, je vous explique qu'est-ce que le tour de table permet pour vraiment vous faire prendre conscience que c'est quelque chose qui est efficace parce que c'est un mode que j'appelle protection de la parole. Ce n'est pas un mode popcorn, rebond d'idées, hyper fluide et interactif comme on peut se permettre de le faire en présentiel. Là, c'est un mode protection de la parole et c'est un remède contre les silences gênants aussi parce qu'on donne la parole, Bertrand, c'est à toi, Laetitia, c'est à toi, Suzy, c'est à toi, etc. Donc, il n'y a pas de silence puisqu'on pose la question à une personne en particulier. Remède contre la cacophonie, on sait à qui c'est le tour de parler, mais c'est aussi un remède pour s'assurer qu'on a donné la parole à tout le monde et pour suivre en fait. Sinon, on ne sait plus trop qui a pris la parole, qui a déjà parlé, qui n'a pas déjà parlé. Donc là, faire un tour de table, on suit le cercle et donc on saura qui a parlé, qui n'a pas parlé. Ça peut aussi être plus facile pour les personnes qui ont de la timidité, qui ont du mal à prendre la parole. Quand par exemple, il y a des extravertis de folie dans la réunion, au moins là, on sait qu'on aura chacun notre temps qui est dédié. Donc c'est plus facile aussi pour inclure tout le monde. Et bien sûr, c'est un remède contre la digression. En canalisant ce qu'on va se partager dans les tours de table. Ça, je vous explique le pourquoi. Maintenant, je vous explique le comment. Le comment, eh bien déjà, un tour de table, il faut matérialiser le tour de table, le groupe, pour s'assurer qu'on n'a oublié personne, justement. Donc, vous pouvez le matérialiser pour vous en tant qu'animateur. Vous suivez votre liste des participants pour vous assurer que vous avez tout le monde. Et ça peut être aussi intéressant pour le groupe et agréable pour le groupe qu'il le visualise lui aussi, qu'il puisse le suivre. Parce qu'avoir du visuel, ça canalise et ça capte l'attention. On est tous des penseurs visuels. Donc, c'est important, c'est intéressant de pouvoir reposer notre regard sur quelque chose. Donc, par exemple, voilà ce que je peux vous montrer. La partie de gauche, c'est une liste de checklist de participants à une réunion à distance qu'on peut se noter sur un papier à côté de nous. Donc moi, à chaque fois, je mets un numéro de téléphone ou un mail parce que si quelqu'un n'arrive pas à se connecter, je peux l'appeler pour lui dire la réunion va commencer, est-ce que tu as un souci de connexion? Voilà, donc je peux le joindre. Et après, j'ai mes petites cases son, micro, vidéo, chat, outils de travail. Et à chaque fois, je valide si la personne a pris en main l'outil, si elle sait être autonome sur l'outil. Ça me permet d'identifier s'il y en a un qui a des problèmes, il va falloir que je l'aide dans le temps de démarrage, le temps de prise en main des outils. Ça, c'est la version pour moi en tant qu'animateur. La version publique visuelle qu'on utilise avec les participants, c'est la partie de droite. Là, c'est un exemple où, dans la réunion, j'utilise un support qui s'appelle Mural. Et donc là, sur Mural, j'ai affiché le cercle des participants. Donc, j'ai réuni mes participants et tout le monde voit ce tour de table virtuel. Et donc, tout le monde peut suivre qu'après Thierry, ce sera à Sacha de parler et après, ce sera à Viviane de parler. Et on suit comme ça, comme si on était vraiment assis autour de la table. Une fois qu'on a matérialisé le tour de table, on va le commencer pour de vrai, ce tour de table. Et la première étape, avant de commencer à parler, c'est de faire réfléchir les personnes. Pour qu'on soit efficace, il ne faut pas que quand on laisse la parole à quelqu'un, ils disent « Ah, je ne sais pas, attendez, il faut que je réfléchisse ». Dans ces cas-là, on va tous réfléchir en même temps. On va faire un temps de réflexion individuel préalable, le TRIP, ce qui permet de poser nos idées, de préparer ce qu'on a à dire. Et comme on le fait en même temps, ça permet de ne pas s'influencer les uns les autres, de ne pas être influencé par les idées des autres. Je pose mes propres idées et quand on va entamer le tour de table, j'aurai déjà préparé ce que j'ai à dire. Donc là, on se laisse un petit temps, c'est pas très long, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, ça dépend du sujet, de la complexité du sujet. Ça peut être 10 minutes si c'est un sujet très complexe. Et ensuite, on démarre enfin le tour de table. Et là, ce que je vous recommande quand vous démarrez le tour de table, c'est de mettre du rythme dans les prises de parole. Parce que si on est 15 et que chacun parle pendant 10 minutes, ça va être l'enfer. Très clairement, au bout de la 3e personne, plus personne n'écoutera. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? On va essayer de condenser les tours de table dans des tours qui sont courts. Chacun a une prise de parole courte, quitte à faire plusieurs tours pour que la parole circule et qu'elle revienne à nous une 2e fois. Dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit votre sujet, qui est assez global, peut se subdiviser en 3 catégories. Dans ces cas-là, on fait 3 tours de table, un par catégorie. Ou alors, vous pouvez aussi donner un temps de limitation de parole. Allez, chacun a 1 minute pour parler. Et comme ça, on va être dans l'efficacité. Ou alors, si on est dans de la divergence de folie, de leur dire vous avez le droit de partager jusqu'à 5 idées par personne. Dans un premier tour de table, on partage nos 5 idées les plus principales, les plus intéressantes. Et éventuellement, on fait un 2e tour de table si vous estimez que vous avez un 6e ou un 7e truc à dire qui n'a pas encore été dit par quelqu'un d'autre et qui mériterait que vous repreniez la parole.
Et ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est une pratique que je trouve assez saine, c'est de faire un tour de table un peu voiture-balai. Je m'explique. Ce qui est frustrant dans le tour de table hyper formel, c'est qu'on ne peut pas réagir du tac au tac à ce que disent les copains. Alors qu'en présentiel, quand on est dans un rebond d'idées classique, ben on m'interpelle. Ah oui, ce que tu dis, je suis assez d'accord, ça me fait penser à machin, etc. Donc en fait, vous réagissez en live, vous ne respectez pas un tour de table classique. Et en présentiel, on peut se le permettre assez facilement. À distance, ça va nous emmener dans la cacophonie, donc on évite. Et donc, pour remettre un petit peu d'interactivité, pour laisser aux participants la chance de réagir à ce qui est dit, outre le chat qui existe toujours évidemment, on fait un dernier tour de table pour que chacun puisse réagir à ce qu'il a entendu des autres. Voilà. Ça, c'était les 3 solutions principales pour éviter de la cacophonie dans vos réunions à distance. Est-ce que ça va à ce stade? Je peux avoir des petits pouces? Ouais. Des pouces en bas, hein, ça peut être aussi, hein, vous avez le droit. Ok, c'est plutôt des pouces en haut, donc c'est bien, cool. Maintenant, il y a une question de Catherine à nouveau. Ouais. Comment faire pour parler, gérer son partage d'écran et regarder le chat en même temps? Alors, ça, c'est dans l'installation technique que vous avez. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 écrans. J'ai mon ordi portable sur lequel j'ai tout le monde en mosaïque et j'ai le chat. Ça, c'est quand je regarde en bas, pour ceux qui voient ma tête en même temps. Et quand vous me voyez regarder un peu en l'air, c'est parce que j'ai mon écran, mon deuxième écran qui est au-dessus de mon ordi. Et je regarde mes slides. Voilà, qui sont en partage d'écran. Et si j'avais un outil de prise de notes, ce serait pareil. J'aurais mon klaxoon ou mon outil de prise de notes sur mon deuxième écran. Sachez que si vous avez une télé chez vous, une télé, c'est un écran. Donc, vous pouvez le brancher à votre ordi. Voilà, avec un câble HDMI, ça marche très bien. Et vous avez même un écran géant. Vous pouvez, si vous avez un grand écran d'ordi, vous pouvez partager votre écran en 2 parties. La visio en petit d'un côté et votre prise de notes en petit de l'autre. C'est possible aussi. Moi, personnellement, j'ai un petit ordi portable, donc je ne peux pas faire ça. Ce serait trop rikiki. Voilà. Donc, je préfère avoir 2 écrans. Et je préfère avoir mes écrans l'un au-dessus de l'autre plutôt que côte à côte. Parce que côte à côte, déjà, je trouve ça un peu désagréable pour les participants. Quand je regarde l'autre écran, je suis comme ça. On a l'impression vraiment que je regarde autre chose, que je fais autre chose. Et puis, à la fin de la journée, ça va me coller un torticolis de l'espace. Donc, moi, je préfère avoir mes 2 écrans l'un sur l'autre, mais très, très rapprochés. Donc, mon petit écran, il est vraiment au ras de la table. Et mon grand écran, il m'arrive au niveau de la tête. Donc, en fait, j'ai une amplitude de coup qui est quand même assez raisonnable. Donc, ce qui fait que je suis confortable au quotidien. Voilà. Non, mais c'est hyper. Je dis ça en rigolant, mais c'est hyper important. Hein, votre confort physique, ça compte énormément. Il ne faut pas le négliger. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions claires à ce stade? Non, ok, ça marche. Bon, je continue. On en était à notre 2e flop. Donc, on va passer au 3e flop. Le multitâche. Ok. Sacha, pour toi, ce serait quand? C'est quoi ce bruit? T'as entendu? Sacha? Ouais. Sacha? Ça vient de ton côté? Oui. Oui, ouais, d'accord. Ok. Ça va, c'est ok. Ouais, par rapport à ce que tu disais, oui. Ouais. Ok, c'était bien. Ça va. Ok, du coup, c'est quel jour de la semaine pour toi? Ouais, oui. Ouais, pas de problème. Oui, lundi. Donc lundi après, oui, c'est bon? Voilà, ouais, lundi, ouais. C'est ça. Du coup, tu apporteras les pains au chocolat pour tout le monde alors? Voilà, c'est ça. Ça. Génial, merci. Ouais, super. Bon week-end alors? Ouais. Salut. Voilà. Donc Sacha, si vous l'avez reconnu, regardez Netflix en même temps qu'on faisait notre réunion. Ça, c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? J'ai une très, très mauvaise nouvelle pour vous, mesdames et messieurs, surtout pour vous, mesdames. On va peut-être essayer de vous le faire croire, mais l'être humain n'est pas capable de faire 2 choses à la fois. C'est prouvé scientifiquement, le cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 actions en même temps. C'est pas possible. Donc, si vous avez votre petite distraction qui vous appelle, vous recevez une notification par mail, ça vous prend 1 seconde d'y répondre, vous avez le chat qui passe et vous voulez le caresser parce qu'il est tout doux, etc. Ben non, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous allez vous déconcentrer et vous allez perdre ce qui est en train d'être dit. Voilà. Ça, c'est la tentation. Et c'est vrai qu'en présentiel, normalement, maintenant, c'est assez admis qu'on ne fait pas autre chose en même temps. Et normalement, les gens
font des efforts. En revanche, à distance, on ne vous voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Là, par exemple, vous ne voyez pas, mais en fait, je viens de prendre mon téléphone dans les mains. Tada! Donc, je pourrais très bien répondre à un texto en même temps que je vous parle. Vous ne le verriez pas, mais je pense que vous vous en rendriez compte sur mon niveau de concentration dans mon discours. Donc voilà, on se sent moins observé et on est persuadé qu'on peut gérer. Donc, ça rend le truc compliqué. Et effectivement, je vois avec les enfants, tout à fait. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que pendant ce deuxième confinement, les écoles sont restées ouvertes. Hein. C'est bien pour permettre aux parents de bosser. Et ça fait du bien à tout le monde, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour éviter que vos participants fassent autre chose en même temps, qu'ils restent pleinement engagés dans la réunion? Alors là, il y a plein de réponses. Je vous en ai mis que quelques-unes, mais bien sûr, il y a plein de réponses. En 1h30, encore une fois, je vais juste à l'essentiel de ce que je peux vous partager, sans trop vous bourrer le crâne non plus. Première solution, c'est de solliciter régulièrement les participants. En gros, c'est ça le secret. Pour moi, la solution principale, c'est celle-là. De régulièrement leur demander comment ça va. C'est ce que je fais là. Régulièrement, je vous dis, du coup, ça va, vous suivez, ok, c'est bon, est-ce qu'il y a des questions claires dans le chat, est-ce que machin, pour m'assurer que vous êtes en vie, quoi. Je ne suis pas en train de vous étouffer. Ok. Concrètement, 2 fonctionnalités qu'on peut utiliser pour ça. Il y a bien sûr d'avoir des tours de table, mais dans ces cas-là, très courts et réguliers. Donc, pas forcément en même temps, mais un petit tour de table très court, et puis dans un quart d'heure, on se refera un petit tour de table très court, etc. C'est une manière de cadencer un peu, donner du rythme à ce qui se passe. Et l'autre truc que j'aimerais vous présenter, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est les checkpoints. La notion de checkpoint. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le checkpoint, c'est un moment où vous vous interrompez pour aller rechercher et maintenir l'implication des participants. Et c'est quelque chose qui est à faire régulièrement, même en plein milieu d'une présentation. Alors, à quoi ça sert un checkpoint? Premièrement, pour vous garantir qu'on est bien sur une compréhension commune. Vous vous rappelez, quand j'ai démarré ce webinaire, je vous ai dit dans les 3 risques, le premier risque, c'est qu'on a des difficultés de compréhension. Le deuxième risque, il peut y avoir des quiproquos, qui peut amener au troisième risque, qui sont nourrir des conflits, etc. Donc voilà, donc on s'assure qu'on a bien tous compris la même chose. Donc, on récapitule. Jusqu'à présent, ce qu'on s'est dit de notable, c'était ça, ça et ça. Les points sur lesquels on est d'accord et sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Pour acter les choses. On n'a pas besoin d'y revenir. Deuxième objectif pour un checkpoint, c'est de marquer un point d'avancement sur on en est où de ce qu'on avait à faire et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est un peu comme les stand-up pour ceux qui pratiquent le stand-up dans leur organisation d'équipe au jour le jour ou de manière hebdomadaire souvent. Donc on se situe dans notre déroulé de la réunion ou de la démarche du sujet qu'on traite, de notre projet qu'on est en train de suivre, de piloter. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est de la réunion, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de se quitter à 15h30, par exemple. Troisième objectif des checkpoints, c'est pour capter l'attention des participants, si on l'avait perdu, et pour obtenir des retours de leur part, savoir ce qu'ils en pensent de tout ça, les faire réagir. Et pour les faire réagir, c'est ce que je vous ai déjà présenté tout à l'heure sur le fait d'interpeller les personnes de manière précise. Vous savez, je vous ai dit poser des questions précises, interpeller les silencieux, faire voter, liker pour connaître une tendance, utiliser le 1, 2, 3 chatter, par exemple. Et je vous avais proposé des questions, des exemples de questions précises. Hop, voilà. Là, je les laisse réapparaître sans forcément toutes les relister à l'oral, sachant que vous les retrouverez dans le support que Claire vous mettra à disposition. Et ça, les checkpoints, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, mais pas toujours dans une forme hyper vaste. Vous pouvez le faire de manière assez simple. Par exemple, là, si je vous fais un petit checkpoint rapide de ce que je viens de vous présenter, je vais vous dire, donc voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Les checkpoints, si je récapitule, je vous ai dit qu'il y avait 3 objectifs. 1, récapituler pour s'assurer qu'on a une compréhension commune. 2, on se situe dans ce qu'on a à faire, le point d'avancement. 3, pour vous faire réagir, ce que vous en pensez. C'est ça que je vous ai présenté dans le checkpoint. Et donc là, maintenant, je vais vous poser une petite question pour vous faire réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des checkpoints? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer dans votre prochaine réunion? Voilà une question précise. Est-ce que vous avez envie d'essayer dans votre prochaine réunion? J'ai 1 oui, 2 oui, 3 oui. Vous n'êtes pas obligé, hein, juste pour me faire plaisir. Vous avez le droit d'être honnête. Bon, j'ai quand même pas mal de oui. OK. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui sont... Surtout le 1, 2, 3 de chatter. OK, ça marche. Le côté simultané, un peu de dynamisme, voilà, ça fait rigoler aussi.
Il y a le suspense, on se demande ce que les autres ont marqué, qu'est-ce qui va apparaître sur le chat. Ouais, moi, je sais que sur moi, ça marche toujours en tout cas. Ça me plaît bien. Ok. Donc, les solutions que je vous ai dit sur le multitâche, de surtout solliciter régulièrement les participants, quelle que soit la modalité que vous employez, bien sûr. Autre chose que je n'ai pas écrite ici, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi, c'est le fait d'avoir des réunions qui soient courtes, efficaces et courtes. On ne traîne pas en longueur. Comme ça, vous aurez le maximum aussi d'attention pour éviter le multitâche. Parce qu'au bout de 3 heures de réunion, bon, c'est sûr que tout le monde va commencer à faire autre chose en même temps. Voilà. Quatrième flop. Quatrième et dernier flop, du coup. Les problèmes techniques. Est-ce que vous êtes prêts pour la petite vidéo des problèmes techniques? Parce qu'attention, elle fait mal aux yeux, celle-là. Allez, c'est parti. Ah non, on t'entend pas. On t'entend pas. Non. Tu n'as pas activé le micro. Le son. Et là c'est bon, vous m'entendez? Il y a un écho. Je sais pas. J'essaye de. Ah, je crois que Céline, elle bouge plus. Voilà. Céline. Ah non, c'est un problème de son. Peut-être. Je vous avais prévenu, c'est assez horrible. Avez-vous identifié l'invité secret qui s'est glissé dans la vidéo? Non. L'écho, ouais, non. Il n'y a pas des fans de Star Wars dans l'assemblée? En tout cas, Sacha, lui, il est fan. Donc, il nous a mis un petit son de Derrière les fagots de R2D2. Non, pas Dark Vador, ça aurait pu. Mais je ne sais pas si vous avez entendu le petit clic, 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 c'était Buster R2D2. Voilà. Bon, c'était un poil exagéré, certes, mais pas tant que ça. Franchement, d'une formation que j'ai donnée il y a 10 jours, j'avais des participants qui n'arrivaient plus à se connecter à la visio, que j'avais en conf call sur mon téléphone. J'en avais 2 que je mettais en haut-parleur sur mon téléphone. Donc, ils entendaient le son de mon ordi par le téléphone, pendant que certains n'avaient accès que au chat, d'autres n'avaient pas accès à Klaxoon, alors qu'on était en formation où le support était important. Et je devais jongler entre ces différents participants. Bref, on n'était pas très loin de la vidéo que je viens de vous montrer. Donc, voilà, c'est toujours des choses qui arrivent. Comment on fait pour s'en prémunir au maximum, même si parfois, ça ne veut pas. Comment on fait pour s'en prémunir? Eh bien, toujours avoir prévu à l'avance un plan B. Ça, c'est hyper important. Et quand vous préparez un plan B, dites-vous que le plus important, même si ça va être un peu dégradé, le plus important, c'est bien d'avoir l'audio, qu'on puisse s'entendre. Parce qu'à la base, on se parle. Voilà. Après, si quelqu'un n'a pas la caméra ou quelqu'un n'a pas accès au visuel, la prise de notes partagée, bon, tant pis, c'est pas terrible, mais tant pis, du moment qu'il nous entend et qu'il est capable de s'exprimer. D'où le fait que j'avais mes participants, moi, sur mon téléphone en plan B, au moins il y avait l'audio, quoi. Et aussi, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à parler, qui n'arrivent pas à écrire sur la prise de notes partagée, d'avoir le chat toujours à disposition. Ça, ils peuvent aussi écrire. Voilà, c'est les bases pour s'exprimer, quoi. Autre manière de faire en sorte que vos participants soient les plus préparés possible en amont et qu'ils arrivent le jour J, qu'ils soient parfaitement opérationnels, c'est de prévoir de la prise en main en amont. Surtout quand c'est la première fois avec les participants ou que c'est un nouvel outil que vous n'avez encore jamais utilisé. Dans ces cas-là, vous pouvez, dans l'invitation que vous faites à la réunion, mettre des recommandations. Je vous recommande d'avoir un bon Wi-Fi, de préférer un câble Ethernet, ou alors si vous avez une bonne 4G, ça vaut mieux qu'un Wi-Fi instable. Je vous recommande une pièce au calme. Je vous recommande d'être plutôt sur un ordinateur et pas seulement sur une tablette, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Vous pouvez aussi intégrer dans l'invitation un tuto d'utilisation de l'outil. Par exemple, vous avez vu la slide toute simple que je vous ai partagée au début, où je vous ai montré les fonctionnalités de Zoom. Voilà le type de tuto que vous pourriez envoyer. Après, si c'est un outil plus complexe, un peu comme Klaxoon, dans ces cas-là, vous pouvez aussi envoyer les tutos, même vidéo, pour leur apprendre à prendre en main l'outil. Ou carrément, c'est ce que je fais moi systématiquement, je leur propose une connexion, de se connecter par eux-mêmes tout seuls à l'avance et d'aller remplir une petite mission hyper simple, genre créer un post-it avec son prénom, pour les inviter à avoir pris en main une première fois l'outil, de s'être confrontés une première fois à l'outil pour avoir un peu anticipé le truc, d'être monté en compétence par eux-mêmes. Et évidemment, ça n'empêche pas qu'au démarrage,
je m'assure que tout le monde a pris en main l'outil, etc. Voilà, ça c'est des petites solutions concrètes pour les faire un peu monter en compétences. Si je résume, checkpoint, des 4 flops que je viens de vous montrer, et même de toute la présentation que je viens de vous montrer, je vous ai partagé au démarrage, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le problème majeur, c'était la qualité de la communication, du distanciel par rapport au présentiel. Comment on se passe la parole, notamment, comment elle circule. Il y avait 3 risques principaux. Vous vous souvenez quels étaient les 3 risques? Il y avait en 1, la difficulté à se comprendre. En 2, il y avait... Là, je fais du blanc exprès pour voir si vous avez écrit dans le chat ou pas. Mais je vois que vous attendez que je le dise. Vous êtes flemmards, hein. Le 2, c'était... oui. Le 2, c'était les interprétations, les quiproquos qui peuvent s'installer. Et le 3, du coup, la conséquence, c'est les potentiels conflits. Voilà, tout à fait. Les potentiels conflits ou vexations ou tensions, en tout cas, qu'il peut y avoir entre des personnes. Et le problème de ça, c'est que c'est une bombe à retardement. On ne s'en rend pas compte tout de suite et un jour, ça nous pète à la figure. Et je vous ai présenté 4 flops très concrets qu'on a dans nos réunions à distance. Je vous ai présenté les silences gênants, la cacophonie, le multitâche et la technique, les problèmes techniques. Et à chaque fois, bien sûr, je vous ai présenté des solutions. Et donc là, j'aimerais vous interroger. Je tiens mon timing mais à une précision de dingue. J'avais prévu à 15 h de terminer cette partie-là. Il est 14 h 59, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je vous le partage parce que je suis vraiment très satisfaite. Merci à vous. Vous voyez, les tags, ils sont utiles. Moi, ils me font plaisir. Voilà. Merci à vous pour votre réaction. Donc là, maintenant, je vous pose la question et donc, je vais vous inviter à écrire sur une feuille de brouillon, à écrire pour de vrai, parce que je vais vous laisser 3 minutes de réflexion et à la fin des 3 minutes, je vais vous répartir dans des sous-salles sur Zoom. Je vais vous mettre en petits groupes et je vais vous faire discuter, je vais vous faire échanger pour vous partager ce que vous aurez écrit pendant 3 minutes au brouillon. D'accord? Et à la fin, je vais demander à un porte-parole par sous-groupe de nous partager l'essentiel de ce qui a été dit. Ok, donc c'est parti. Pendant 3 minutes, je vais vous demander, s'il vous plaît, de recenser, de lister selon vous les 2 ou 3, allez, je vais être sympa, les 2 ou 3 principales bonnes pratiques que vous avez de votre propre expérience ou les 2 apprentissages que vous avez retenus de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Les 2 qui sont soit les plus importants, soit les plus nouveaux et qui peuvent vraiment changer la donne. On est à la fin des 3 minutes. Donc, tout de suite, je vais vous envoyer dans des sous-groupes. Alors, comment ça va se passer techniquement? Vous allez vous retrouver à 3 ou 4 par groupe. Vous n'allez pas être trop nombreux. Et je vais vous laisser... Combien de temps je vous laisse? Je calcule. Je vais vous laisser une dizaine de minutes. Je vais vous laisser 12-13 minutes. Attends, faut que je me décide parce que l'un d'entre vous va faire le gardien du temps. Allez, on va dire 12 minutes. Vous aurez 12 minutes pour discuter à 3 ou 4. Okay, vous allez vous faire un tour de table pour partager vos différentes contributions. Et si vous voulez être un peu plus fluide qu'un tour de table hyper formel, n'oubliez pas que vous pouvez lever la main pour prendre la parole, pour manifester aux autres que vous voulez intervenir. Et vous aurez le chat. Ce seront des chats réservés à votre salle à 3-4. Tout le monde n'y aura pas accès, donc vous pouvez y écrire aussi. Et vous allez vous partager donc vos pépites. Ce que je vous demande à la fin des 12 minutes, c'est de choisir les 2 pépites qui vous paraissent les plus intéressantes du groupe ou les plus insolites que vous pourriez attirer à l'attention des autres participants, des autres sous-groupes. Et donc, quand on reviendra en plénière, vous nous les partagerez. Donc, dans chaque groupe, je vais demander à ce qu'il y ait 3 rôles qui soient répartis. Donc, notez bien, comme ça, vous vous en souvenez. Dans chaque groupe, il faut que quelqu'un prenne le rôle du gardien du temps. Donc, il va mettre un minuteur pour les 12 minutes. À la fin des 12 minutes, je vous préviens d'emblée, les salles se fermeront automatiquement et vous serez rebasculé en plénière. Ok ? Il y aura un deuxième rôle qui va être le scribe et porte-parole. Donc, c'est celui qui, à la fin, il va noter donc, les 2 contributions essentielles que vous aurez décidées collectivement et c'est celui qui prendra la parole quand on se retrouvera en plénière pour parler au nom de son groupe.
OK ? Et le troisième rôle, qui va être un rôle un peu central, qui va être celui qui distribue la parole s'il y a besoin. Parfois, à 3, il n'y a pas besoin nécessairement d'un distributeur de parole. Mais si vous êtes 4, parce qu'il y a des groupes où vous serez 4, eh bien, ça pourrait être utile pour vous que vous ayez un distributeur de parole. Donc là, je vérifie juste combien de participants vous êtes. Vous êtes 17. Donc, je vais vous mettre normalement en 5 salles. Je ne suis pas très bonne au calcul mental, mais je crois que ça devrait être ça. On va voir. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran provisoirement, puisque pour l'instant, on s'en fiche. Et je vous divise en 5 salles automatiquement. Donc là, à partir de maintenant, c'est parti pour... quand vous arrivez dans vos salles, ça va être parti pour 12 minutes. Avant que je vous envoie dans vos salles, j'ai 2 choses très concrètes à vous dire. S'il y a un souci dans votre sous-salle, si vous voulez m'appeler, vous aurez en bas à droite de votre écran Zoom un bouton. Parfois, il est caché dans les 3 petits points pour ouvrir plus d'options. Appelez à l'aide l'hôte. Je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais c'est un truc comme ça. Et vous pouvez m'appeler. Moi, ça m'envoie une notification et je peux vous rejoindre. Sinon, vous pouvez toujours quitter la salle de conférence. Quitter la salle de conférence, ça va vous renvoyer en plénière. Ça ne veut pas dire quitter la réunion. OK ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? J'ai des pouces en bas ou en haut. Pour l'instant, j'en vois que des en haut. OK. Merveilleux. Alors, c'est parti. J'ouvre les salles et c'est parti pour 12 minutes. À tout à l'heure. Alors, je vérifie que tout le monde est bien là. Je crois que oui. Hop. Donc, je peux fermer les salles. Et voilà. Alors, est-ce que déjà, ça s'est bien passé dans les sous-salles pour vous ? Ouais, ça va. Ok. En tout cas, je n'ai pas vu d'appel à l'aide, donc a priori, ça s'est bien passé. Super. Et donc j'invite nos porte-paroles à bien vouloir nous raconter un peu les 2 pépites qui sont ressorties des groupes. Alors, qui veut bien commencer ? Quelqu'un peut Laetitia, super. Hop, bonjour à toutes et à tous. On en a 3, nous. Allez, ok. On avait parlé de la régularité d'interpellation des différents participants, de façon à s'assurer que tout le monde est toujours là, actif, en écoute active. La deuxième, c'était la précision de l'interpellation, justement pour éviter tout flou, une certaine directivité. Et l'aspect visuel, lorsque vous avez mis le petit schéma qui peut évoquer, pour ceux qui sont particulièrement visuels, évoquer une certaine réalité, quoi. Ok, voilà. Ça marche. Merci Laetitia. Est-ce qu'il y a un autre porte-parole qui veut enchaîner ? Alors, Amélie, oui, c'est parti. Alors pour nous, on va retrouver effectivement principalement le tour de table aussi avec le schéma également plutôt visuel pour permettre à tout le monde de prendre la parole et de n'oublier aussi personne. Et voilà, que chacun puisse avoir cette liberté aussi de s'exprimer. On a repris le checkpoint pour voir un petit peu si tout le monde a bien compris aussi, s'assurer un petit peu aussi, peut-être récapituler un petit peu le fait que on est bien tous en accord avec ce qui a été dit ou reformulé. Et puis le 1, 2, 3 chatter également, en tout cas se servir bien évidemment du chat pour pouvoir actionner un autre moyen de communication et le garder comme un outil opérationnel. Ouais. Merci. Voilà. Merci. Aurélie ? Oui. Je vais prendre la main avant qu'il y ait trop de groupes. Après, on a tous les mêmes idées. Non, nous, on était partis plutôt sur le début, avant de lancer déjà une réunion. On était partis sur l'idée d'envoyer des tutos avant la réunion, parce que souvent, on rencontre des problèmes techniques ou voilà, pour que chacun ait la procédure. Et après, en début de réunion, il y a Fanny qui expliquait qu'il faisait un point en début de réunion, voilà, pour voir si tout va bien, si tout le monde avait tout. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure en chat en réponse à Catherine. Nous, on travaille le plus en binôme. On essaye d'en avoir une qui est visible et l'autre qui est avec le chat, un peu comme vous faites aujourd'hui avec Claire. Le plus possible, on fait ça. Voilà, c'était nos 2 astuces.
Merci. Alors, en parallèle, je note des choses auxquelles ça me fait penser que je vais vous dire après. Hop, et il y avait une autre idée que je voulais noter et je l'ai déjà oubliée, ça y est. Oh, mon Dieu. Ça va me revenir. À qui le tour? Alors, je sais plus, j'ai pas noté combien de groupes j'avais fait. Attendez, je réouvre mes sous-groupes pour voir. Il y en avait 5. Donc là, il y en a 3 qui ont parlé, donc il en reste 2. MC. Marie-Christine. Donc nous, ce que nous avons souligné, c'est effectivement le fait d'interpeller à plusieurs reprises au cours de la réunion, donc cette régularité d'interpellation. Et à travers notamment, d'une part, les checkpoints, ça nous a semblé intéressant de faire des points réguliers pour permettre de remettre tout le monde au même niveau pour récapituler, mais effectivement pour aussi régler les problèmes d'attention à un moment ou à un autre, l'un peut avoir décroché, etc. Donc ça permet bien de rassembler tout le monde. Le fait de se servir du chat, voilà, personnellement, c'est quelque chose que je fais assez peu, si ce n'est en conférence avec beaucoup de personnes connectées. Mais donc, on a trouvé que c'était intéressant sur le plan de l'interactivité, le checkpoint, les chats. Et puis, un petit point en amont de prise en main de l'outil. C'est vrai que dès qu'on travaille avec des partenaires extérieurs qui n'ont pas forcément le même outil de visio que nous, il peut y avoir des problèmes de connexion, de son, etc. Donc, prendre 1 ou 2 minutes au début pour rappeler quelques fonctionnalités, ça peut être intéressant. On a noté aussi, ça c'est aussi sur le plan technique, un support visuel très sobre, voilà, des présentations très synthétiques. Voilà ce qui nous a frappé. On a trouvé que les sous-groupes étaient intéressants, mais nous, on utilise principalement Teams et ça ne semble pas exister sur Teams. Si, c'est possible. C'est possible. Alors, je vous le dis très, très brièvement, parce que normalement, aujourd'hui, on n'est pas trop là pour parler de cet aspect-là, mais en fait, il suffit de créer des réunions en même temps dans l'agenda de Teams. Et après, quand vous cliquez sur les 2 liens, ça va vous mettre en pause, mais vous restez quand même dans le premier lien et vous passez au deuxième et vous avez un pop-up qui vous permet de basculer d'un lien à l'autre. D'accord. Donc, ils l'ont prévu parce qu'il y a cette passerelle qui est faite entre les 2 salles, mais ce n'est pas hyper optimal parce que si vous créez 15 réunions en même temps sur votre agenda Teams, ce sera illisible. Mais bon, en théorie, c'est possible. Merci. Encore faut-il être interne parce que moi, comme je suis externe en général pour les clients, ça ne marche pas quand je suis externe. Il faut que le client me donne un accès dans leur Teams interne et là, j'ai accès à la fonctionnalité. Donc, comme vous me parlez, vous, de partenaires, des gens externes, c'est à voir en fonction des réseaux, quoi. Ok, et normalement, il nous reste un groupe. Oui, alors c'est Fabienne. Je veux bien prendre la parole, mais je n'ai pas de webcam, désolée. Mais c'est pas grave, on vous écoute. Alors, nous, dans notre salle, on a retenu, comme les autres groupes, que le fait d'interpeller directement les participants, c'était vraiment très intéressant. Et c'est comment le faire, donc par le biais des tags, le 1, 2, 3 chatter et varier les types d'activités. Donc ça, on a vraiment retenu ça. Et en deuxième point, on a retenu aussi les solutions pour créer de la convivialité. Parce que ce n'est pas aussi parce qu'on travaille à distance qu'il faut justement être trop sérieux. On peut travailler aussi dans la bonne humeur, même à distance. Et donc ça, on a relevé voilà, les petites vidéos, la musique, le fond musical et la variété des supports qui contribuent donc à générer une bonne ambiance de travail. Okay. Merci. Merci pour vos partages les uns les autres. Merci aux porte-parole. Ce n'est pas toujours évident de prendre la parole devant 20 personnes. On ne connaît pas tout le monde, etc. Donc, merci à vous. Alors, évidemment, je rejoins tout ce que vous avez dit, parce qu'il y en a beaucoup. De toute façon, vous avez repris des trucs que je vous ai présentés, mais même dans les réflexions que vous avez eues au-delà, que vous partagez vos cas de figure, je trouve ça très, très intéressant. Et ça m'a fait rebondir sur 2 choses. La première, c'est effectivement au démarrage de la réunion, quand vous demandez aux gens si ça va, ils sont bien installés, c'est OK, etc. C'est aussi de votre responsabilité de manifester à quelqu'un s'il y a un souci. Par exemple, si quelqu'un est mal cadré sur sa webcam, c'est aussi à vous de lui dire tiens Manon, est-ce que tu pourrais redresser ta webcam pour qu'on te voit bien? Si vous ne lui dites pas, il y a aussi des chances que la personne ne s'en rende pas compte. Si son son grésille, par exemple, quelqu'un qui a un casque et le branchement est mal fait, il y a un peu un court-circuit, ça grésille en permanence. Si vous ne lui dites pas, la personne ne peut pas s'en rendre compte. Donc, c'est aussi à vous d'interpeller la personne et lui demander éventuellement de changer une disposition. Le cas de figure aussi, c'est le contre-jour.
La personne qui se met en contre-jour et on ne la voit pas du tout, au final, la webcam, elle ne sert à rien. C'est de lui dire, est-ce que tu as moyen ou pas de tourner ta table pour ne pas être en contre-jour ou allumer une lumière éventuellement. Voilà. Donc, vous avez le droit de leur demander. Il y avait ça que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu dans le chat une question d'Aurélie sur à quel moment on envoie justement l'invitation. J'en parlais tout à l'heure sur envoyer une invitation avec des recommandations, etc. Effectivement, la question du délai, pour pas que ce soit trop tôt ou trop tard, ça dépend de la nature du temps que vous organisez. Si c'est une réunion standard d'équipe, etc., de toute façon, normalement, ça se cale dans les agendas de manière assez automatique. Et sinon, ce n'est pas la peine d'être trop en avance non plus. Ça dépend de la manière dont vos agendas se remplissent aussi. Mais voilà, de 2-3 jours à l'avance, si vos collègues ont l'habitude d'être dispo, ça me paraît amplement suffisant. Quand on est sur un temps spécifique où vous réunissez des partenaires externes, notamment que c'est un moment qui marque parce que ce n'est pas habituel, dans ces cas-là, au moins une semaine à l'avance. Ça me paraît le minimum, une semaine à l'avance pour inviter des gens et leur envoyer les recommandations parce qu'ils n'auront pas forcément le temps tout de suite de tester, mais ils n'auront pas forcément le temps la veille non plus de tester. Donc, ça leur permet d'anticiper et de se dire « Ah tiens, ça veut dire que lundi, je teste, même si je les vois que jeudi. » Et dans ces cas-là, envoyer un petit rappel l'avant-veille ou la veille. Voilà, vous pouvez doublonner comme ça, sans non plus tomber dans le spam, hein, ça c'est horrible. Surtout quand on est beaucoup en télétravail et que tout se passe par mail, par message, etc. Voilà, vous risqueriez de les crisper avant même d'avoir commencé, donc c'est contre-productif. Mais voilà, j'ai pas de religion tellement là-dessus, mais c'est des ordres d'idées qui me paraissent intéressants entre 2 et 1 semaine à l'avance. Voilà. Pour des réunions un peu plus extraordinaires, on va dire. Extraordinaires. Ok, eh bien, il est 15h29, on est à 1 minute de la fin. Est-ce que vous auriez une personne ou deux des questions spécifiques à poser? Je vous laisse écrire dans le chat, s'il vous plaît. Et voilà. Et si, pendant ce temps, je vous informe que donc il y aura un deuxième et un troisième webinaire qui sont les 7 janvier à 11h et le 25 janvier, je ne sais plus à quelle heure. 11h aussi. 11h aussi, voilà, avec Claire et moi toujours, enfin Claire, je ne sais pas, peut-être que ce soit toi, ouais, si, ok, en tout cas ce sera moi. Donc la prochaine fois on parlera des outils spécifiquement, on fera un focus là-dessus, pas trop d'outils, beaucoup d'outils, lesquels, etc. Donc pas de questions, je vois qui apparaissent dans le chat, donc tant mieux. Et puis le troisième sujet, il n'est pas encore fixé, on a 2-3 options en tête avec Claire. Ça va aussi dépendre de vos retours parce que vous allez avoir un petit questionnaire d'évaluation si ça vous a intéressé, qu'est-ce qui vous manque, etc. C'est l'occasion que vous fassiez aussi des remontées qui vont être précieuses pour le CARIF et pour le WorkLab aussi. Donc voilà, donc Claire vient de le mettre dans le chat. Mais je pense que tu le renverras aussi en dehors du chat, non? En tout cas avec le support aussi, tout ça. Ok. Bon, eh bien, je suis très... Ah oui, la question de l'hybride qui a été soulevée et qui n'a pas eu de réponse, effectivement. Alors, je vous dis 2 mots pour ceux qui ont la patience d'attendre 2 minutes. La manière de la gérer, moi, j'ai 2 solutions. Soit vous estimez qu'il y a trop de personnes qui sont en décalage, qui ne sont pas bien connectées, par exemple, qui n'ont pas la visio. Dans ces cas-là, éventuellement, on se met tous en audio. Et puis voilà, ça c'est le cas où tout le monde est à distance, mais pas connecté de la même manière. Donc je me rends compte que j'ai switché. La question, c'était présentiel, distanciel, pardon. Il faut avoir une attention assez spécifique aux personnes qui sont à distance. Donc en tant qu'animateur, avoir toujours un œil sur est-ce que vous arrivez à suivre, est-ce que vous arrivez à dire ce que vous avez à dire. Le problème, c'est que vous avez aussi à voir les personnes en présentiel qui vont manquer de rigueur et qui nécessairement, elles vont rentrer dans les apartés, discuter et un peu oublier d'être intelligibles pour ceux qui sont à distance. Donc, 2 solutions. La première, vous nommez des anges gardiens. Pour une personne à distance, il y a un ange gardien qui est présent physiquement et donc qui va avoir pour mission d'être le binôme de celui qui est à distance et de s'assurer qu'il suit, il a compris, il a réussi à dire ce qu'il avait à dire. Comme ça décharge aussi l'animateur principal d'avoir cette attention-là. Et donc, charge à l'ange gardien de en permanence l'intégrer. Donc, lui, même s'il a une aparté avec un collègue, eh ben, il a cette responsabilité qui lui incombe et donc il va se sentir un peu plus tenu d'être intelligible pour ceux qui sont à distance. L'autre chose, c'est d'utiliser un bâton de parole qui soit le canal audio. La pieuvre, un téléphone que vous branchez à la visioconférence
qui fasse l'audio. Donc, bon, c'est pas très Covid en ce moment, mais donc de se passer le canal audio. Donc, ça fait bâton de parole et ça fait micro. Donc, c'est double emploi pour que ça soit intelligible. Dernière chose, pardon, troisième truc qui marche, c'est bien sûr de pouvoir avoir un ordinateur avec un écran par personne à distance. Et vous l'affichez en plein écran, sa tête. Et vous la mettez autour de la table, comme si elle était physiquement là. C'est un peu votre humanoïde, si vous voulez. Et comme ça, elle est physiquement dans le tour de table et vous l'intégrez, vous la voyez et elle vous voit. Comme ça, la table, je ne sais pas si elle verrait voilà, la table comme là on voit la table. Et puis s'il y a deux personnes qui sont à distance, vous mettez les ordis d'un bout à l'autre de la table. Comme ça, ils se prennent, ils ont le champ de vision d'une webcam et le champ de vision de l'autre webcam qui va apparaître dans la visio. Donc au final, ils verront tous les gens en présentiel. Voilà, 2-3 petites techniques rapides. Je vois qu'il y a d'autres une question, Bertrand. Quel outil? Facebook Live, Live Twitter? Ah oui, c'est des suggestions pour un troisième webinaire. Eh bien, à réfléchir, effectivement, à discuter ensemble pour voir ce qu'on va acter comme troisième sujet. Eh bien, merci à tous de votre présence, de votre implication, d'avoir joué le jeu. Bonne fin de semaine, bonne fin d'année, bonne fête. Et malgré tout, hein, c'est important de garder le moral. Et puis, rendez-vous en janvier. Merci. Bon week-end. Merci à vous aussi, Marie-Christine. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est ça.